Aujourd'hui, Valérie et Mickaël nous racontent leur histoire, une naissance souveraine et spirituelle pendant laquelle Valérie a eu plusieurs visions qu'elle a accepté de nous partager. Ils ont vécu une expérience extraordinaire, même s'ils ont eu énormément de pression de la part du système médical, parce qu'imagine, leur fils a choisi de naître à 42 semaines et 2 jours de grossesse. Et en passant, il est possible que tu connaisses déjà Valérie Couture-Phelps, puisqu'elle accompagne les femmes dans leur transformation depuis déjà plusieurs années avec son entreprise Moment Sacré. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Alors, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté mon invitation. On va discuter ensemble d'accouchement, d'empuissancement, de spiritualité, d'amour, de connexion. Est-ce qu'on est pas mal dans le même mood? Complètement. Wow, j'ai des boutons. Oui, et j'ai envie de commencer avec votre rencontre parce qu'avant de faire des bébés, il y a eu comme une première fois. C'est surtout pas notre première fois, c'est plutôt notre première grande discussion sur les grandes choses de la vie, tu sais. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment connecté, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait se rejoindre dans une dimension plus profonde de l'être. Puis c'est vraiment à ce moment-là, je pense qu'il y a eu une belle connexion sincère. C'est très symbolique pour moi parce que, bon, à mon avortement, parce que j'ai vécu un avortement avant d'avoir mes 2 enfants, j'ai eu plein de messages de la vie qui m'ont fait découvrir Orion. Et c'était très symbolique pour moi parce que lors d'une séance d'hypnose, mon enfant que je portais à ce moment-là, que j'ai fait une interruption de grossesse, dans cette hypnose-là, me pointait ses étoiles pour me dire qu'on venait de là. Et donc, je savais pas c'était quoi. Et quand je suis sortie d'une séance de yoga prénatal que je donnais, d'un coup, il y avait un chanteur dans la rue qui chantait une chanson qui était vraiment comme significative pour moi. Je me suis arrêtée, je me suis assise, j'ai contemplé le moment, puis j'ai levé les yeux, puis j'ai regardé dans le ciel et j'ai vu ces fameuses étoiles. Puis là, j'avais une application sur mon téléphone. Je me disais, mais c'est quoi ces étoiles-là? Parce que bon, dans l'hypnose, je vois les étoiles, mais je peux pas... Tu sais, elle m'a pas dit c'était quoi, c'était comme très symbolique. Et là, j'utilise l'application, puis j'ai vu effectivement que c'était Orion. Alors là, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, vraiment romantique et très spirituel aussi d'une certaine manière. Et donc pour moi, c'était très symbolique. Et puis pour Mickaël, Orion, c'était, si tu veux le mentionner, peut-être que ça va comme faire la liaison dans cette connexion-là qu'on a eue. Ben, Orion, pour moi, c'était depuis que je suis jeune, je voyage beaucoup. Ma situation familiale a fait en sorte que je me baladais sur plusieurs continents. Puis j'ai toujours remarqué cette constellation-là. Puis là, c'était le fun. Quand je revenais à Montréal, j'étais comme, elle est rendue où dans le ciel, tu sais. Fait que depuis que je suis petit, je la regarde, c'est toujours celle-là parce qu'elle est facile à voir aussi. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais tu sais, les 3 plus les 2 autres, ça fait comme un losange, là. Puis une des dernières fois, avant de rencontrer Valérie, où je l'avais remarqué, c'était dans le désert, j'étais dans le Sahara, dans le sud de l'Algérie, puis là, je l'avais vu. Puis j'étais revenu à Montréal, puis je l'avais revu, puis tu sais, le ciel nordique, tu sais, c'est un peu différent. Puis la première fois qu'on est sorti prendre un verre, disons, ben à ce moment-là, je suis sorti dehors fumer une cigarette, puis là, Valérie est venue me rejoindre. Puis là, je regardais le ciel, puis je l'ai vu, tu sais, elle était là. Puis là, ça m'a remis là-dedans, fait que j'étais un peu émotif, je checkais ça, tu sais. Puis là, j'ai commencé à lui expliquer un peu d'où ça venait. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Elle me disait, mais voyons donc, tu regardes Orion, t'es qui toi, nanana. Fait que c'est un peu devenu notre constellation de couple. Finalement, une des Saint-Valentin, par exemple, je lui avais offert une constellation de le ciel, il était comment le jour où on s'est rencontrés, avec un petit poème et tout. Ça fait qu'on a failli appeler notre fils Orion, d'ailleurs. C'était comme dans le top 3 des noms. On s'est dit, ouais, c'est peut-être un peu intense, mais c'est ça. Fait qu'Orion a toujours fait partie du truc, tu sais, depuis le début.
C'est comme une constellation qui veille sur nous dans tous ces moments-là, dont le cadre que tu m'as offert avec un beau poème qui dit justement « Qu'Orion nous éclaire du premier au dernier baiser sur cette terre ». Wow. Et ce côté spirituel-là, cette grande connexion entre vous deux et face aussi à l'univers, parce que c'est quelque chose de grand, de grandiose. Est-ce que ça vous a suivi jusqu'à votre désir d'enfant? Ben, moi, je pense pas que c'est la première fois qu'on soit rencontrés, là, si tu veux qu'on soit tout à fait honnête, là. Moi, je pense qu'on traîne ça depuis un bout. Tu sais, ça fait, avant qu'on sorte ensemble, disons, là, ça faisait déjà 10-12 ans que Valérie gravitait autour de moi, par des cercles d'amis, par des connaissances communes, etc. Donc, c'était juste le temps à ce moment-là. Puis on a chacun fait notre bout de chemin, chacun de notre côté, puis à un moment donné, pouf, les chemins sont croisés. Puis moi, je lui ai dit carrément, cette première soirée, j'étais dans la voiture, puis je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas ici pour être ton ami. Je sais pas ce que toi tu veux, mais moi, c'est ça, tu sais. Je sais que t'es la femme de ma vie, puis voilà. Fait que, tu sais, c'était pas, pour moi, c'était ni du hasard, ni c'était la destinée, puis j'y crois encore aujourd'hui, 5 ans plus tard. Donc, ce qui m'a amené à faire un enfant, moi aussi, j'ai vécu un avortement, mon ancienne partenaire, là, pas moi, là, mais je suis passé par cette épreuve-là, dont on parle peu, d'ailleurs, du côté des hommes. Je savais que, bon, c'était peut-être pas la partenaire qu'il me fallait à ce moment-là. Puis finalement, j'ai bien fait. Donc, l'idée, c'était juste de dire que ce qui est arrivé devait arriver, puis on était prêts les deux à ce moment-là. Voilà. Oui, puis effectivement que toute cette espèce d'aura-là nous a suivis aussi pendant Noé, parce qu'on a ressenti sa venue. Quelques mois avant, on a vraiment eu comme des signes qui nous ont amenés à croire, premièrement, que j'étais enceinte. Après, finalement, c'était pas ça, mais on a comme compris, en fait, suite à plein de synchronicités et d'événements. On a eu des visites, mettons. Oui, c'est ça. On a eu des visites dans des rêves ou des trucs comme ça où on a vraiment ressenti la présence d'un être qui voulait arriver. Et donc, ça nous a vraiment suivis jusqu'à, justement, s'interroger sur le prénom. Tout ça nous a vraiment amené vers, une piste. Ça a été des étapes, une à la suite de l'autre, un peu synchronistiques, là, où est-ce qu'on s'est retrouvés finalement à choisir le prénom du bébé et tout ce qui entoure Noé. Tout ce qui entoure son histoire aussi a été pour nous une grande connexion à la foi, surtout. Ce qui est un mot, je trouve, un peu tabou dans notre société, mais moi, je trouve que c'est un concept qui est très important et qui devrait revenir au centre de notre vie. Je trouve que mon expérience face à notre enfant, notre histoire depuis au moment où on a ressenti sa présence, mais qui n'était pas encore là, le mot qui en ressort pour moi le plus, c'est la foi. Fait que oui, ça nous a suivis. Il y a vraiment eu une aura, dans nos vies, c'est encore le cas. Mais si on met l'accent puis on met la loupe sur cette histoire-là dans notre vie, c'est encore teinté de tout ça, là, ouais, complètement. Ça me fait penser à la comète aussi, chérie. Le jour où tu as su que tu étais enceinte, j'ai demandé à ce qu'on aille chercher le test de grossesse dans la même pharmacie où ma mère a fait son test de grossesse pour moi. Fait qu'on s'est ramassé sur Mont-Royal, devant le métro Mont-Royal, il y a un Jean Coutu là. Ma mère, c'est là qu'elle avait fait il y a 35 ans, finalement. Puis là, on a été acheter ça, tout ça. Puis là, on peut pas le faire tout de suite. Il faut attendre le premier pipi du matin. Puis tout ce bordel-là que je sais pas comment ça marche. Puis elle me dit, non, on va faire ça demain matin. Je suis comme, parfait. Puis c'était pendant le COVID. Bref, pendant qu'on était tous emprisonnés à la maison et qu'on pouvait pas voir personne, fait que les bands étaient rendus dans les ruelles, dans les rues, il y avait de la musique, tu sais, il y en a qui se baladaient de même parce que les salles de spectacle étaient fermées. Puis là, on rentre vers la maison parce qu'on prend les ruelles dans la vie, on aime bien. Puis là, il y a une fanfare. Il y a une fanfare de comme 70 musiciens. Là. Puis là, on se dit, voyons donc, cet être-là va être accueilli avec une fanfare. On capotait. Fait que là, on passe là. Je connais plusieurs musiciens là-dedans. J'ai baigné dans le milieu plus jeune. Puis on me dit, hey, salut Mickaël, nanana. Je suis comme, écoute, tu devineras pas d'où on revient. T'sais. On a un test de grossesse dans les mains. Puis là, on est juste deux weirdos dans les ruelles avec un test de grossesse dans les mains. Il y a des trombones. Ça tape des mains. Ça crie, ça chante. On commence à danser dans la ruelle. Ensuite, elle fait le test le lendemain. Elle est enceinte. On est super contents. Puis j'étais content d'être content aussi parce que je savais pas trop comment j'allais réagir finalement. Tu sais, c'est tout le temps hypothétique un peu, tu sais, d'un point de vue homme. Tu sais, quand elle était enceinte, pour moi, j'avais pas d'enfant, mais pour elle, elle avait déjà un enfant, tu sais. Fait que moi, c'est comme je suis devenu père quand il a commencé à donner des coups de pied puis tout le kit, là, tu sais. Avant, c'était comme, c'est loin de moi un peu, tu sais. Puis ce soir-là, je regarde le ciel, puis là, je vois une comète qui passe par. Puis là, je vais, voyons donc, c'est quoi cette comète-là? Fait que je m'en vais sur Google, chercher la comète. Puis là, je la trouve. C'est la comète Neowise. Tu
tu sais. Elle s'appelle de même. Néo, Néo, là, ça me faisait penser à la Matrice. J'étais comme, Néo, ça peut être cool comme nom, Néo. Puis là, finalement, Néo, c'était un peu trop intense, un peu comme Orion. Néo quoi? Néo classique, Néo, tu sais, jusqu'où ça peut aller. Je me disais, il va se faire niaiser à l'école, on oublie ça. Fait que Néo est devenu Noé. On a inversé la lettre, puis c'est resté. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'avait pas fait le test, mais quand on a vu l'orchestre dans la ruelle, on s'est regardés tous les deux, on s'est dit, je suis enceinte, c'est sûr. Ça Ben peut oui, pas, c'est clair. Ça peut pas être orchestré comme ça, puis que ça soit négatif, cette histoire. En effet. En fait, j'aurais été déçu, je pense, que tu sois pas enceinte après. Après avoir vécu tout ça. Ben oui, c'est ça, là, tu sais. Rien de moins, ma chérie. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, à partir de là, la grossesse avance, votre bébé grandit. Et c'est quoi votre idée de la naissance et de l'accouchement? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes dans la confiance? Où vous étiez par rapport à cette expérience-là qui se rapprochait? Il faut expliquer que je suis douleur depuis presque 10 ans. J'ai aussi une petite fille avec un autre homme. Donc, j'ai traversé plusieurs expériences qui m'ont amenée à, premièrement, pas vouloir porter le chapeau de doula. Donc ça, c'était vraiment important pour moi d'en parler avec Mickaël et de trouver une ressource externe. Quoique, tu sais, pour moi, j'avais pas besoin d'avoir des cours, mais j'avais besoin d'avoir un accompagnement pour ouvrir des discussions avec lui, pour que lui puisse aussi recevoir et que j'ai pas cette charge-là à porter sur mes épaules, en plus de tout ce que ça compose, porter la vie en couple aussi, tu sais, tout ça, tous les défis qui sont là. Je trouvais que c'était vraiment de trop, puis c'était vraiment avec humilité que je le faisais aussi. Fait que non, j'avais pas peur pour ma part, pas du tout en fait. J'étais en pleine confiance de mes capacités, mais il y a tout un parcours avant qui m'amène à me sentir en confiance par rapport à ça. Mais je te dirais que le contexte de pandémie a beaucoup allumé de lumière, puis m'a amené à réfléchir à des choses que j'avais pas nécessairement réfléchi avant ou que j'aurais pas réfléchi dans un autre contexte. Donc, j'ai eu certaines inquiétudes et dues au contexte pandémique, puis de voir les impositions qui se passaient dans les centres hospitaliers, de voir des événements qui sortaient vraiment du cadre de ce qu'on amène depuis plusieurs années aussi dans l'humanisation des naissances, reculer énormément. Ça m'a beaucoup touchée. Fait que j'avais comme le chapeau de doula puis le travail que je fais dans la vie qui me faisait voir un monde, puis j'avais tellement de peine pour toutes les femmes qui étaient en train, ou les couples qui étaient en train de vivre cette situation-là. D'une part aussi, moi, je vivais des insécurités, beaucoup de questionnements sur comment j'allais être prise en charge, mon conjoint allait pouvoir aller jusqu'où. Moi, c'était certain que je voulais une naissance le plus physiologique et naturelle possible, parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma fille et pour moi, c'est une conviction. Il fallait vraiment qu'il se passe de quoi au niveau de ma santé, au niveau du bébé, puis qui allait me convaincre que j'allais utiliser le système de santé au niveau du centre hospitalier. Dans tous les cas, ça allait pas me faire bouger. Donc, moi, je voulais donner naissance à la maison parce que je l'avais fait avec ma fille puis que j'avais aimé l'expérience. Mais le contexte pandémique, à un moment donné, nous a amené, les sages-femmes nous ont annoncé que c'était plus possible de le faire à la maison. Et à ce moment-là, ça l'a vraiment détruit comme une partie de ma vision, de mon idéal. Mais c'est vraiment à ces moments-là que commençait à y avoir plus d'incertitude, d'insécurité, beaucoup de questionnements face à comment j'allais pouvoir vivre ça, pas en mes capacités, mais plus comment on allait pouvoir vivre cette expérience-là ensemble, comment est-ce qu'on allait accueillir notre enfant, dans quelles conditions. Je pense que, pour passer la balle à Mickaël, je pense qu'il était en confiance en mes connaissances, en mes capacités. Aussi, on avait suivi plusieurs cours, comme je disais, là, parce que c'était important pour moi de ne pas porter ce chapeau-là. Je pense qu'on a eu beaucoup de discussions sur la naissance physiologique, puis comment ça se passe, qu'est-ce qu'on veut, l'idéal, comment on le voit. Mais là, on a été confrontés à une situation qui est hors un peu de la normalité, un contexte pandémique. Puis je pense que là, ça a commencé
mousser un peu les insécurités. Puis là, c'est là où je te passe la balle un peu, Mickaël, si tu veux en parler un peu de ton point de vue. Ben oui, là, ben écoute, c'est sûr qu'à la base, tu m'intimidais, là, clairement, parce que, tu sais, elle l'a pas dit parce que ma femme est humble, mais elle a aussi travaillé en centre de procréation assistée comme infirmière pendant 5 ans. Elle est prof de yoga, elle est doula, elle a vu des dizaines d'accouchements, elle a participé à tout ça, elle a accompagné des couples. Maman Sacrée roule depuis 7 ans sous une, tu sais, c'est autre chose, mais ça reste que c'est quand même dans le féminin, etc. Donc, évidemment, moi, j'ai pas de trompe de Fallope, je comprends pas tout ce qui se passe biologiquement, hormonalement. Tu sais, j'étais pas prêt à ce niveau-là du tout. Fait que là, on s'est dit, bon, ben écoute, c'est bien le fun, t'es enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Au début, les 3-4 premiers mois, je suis moins stressé, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est comme plus tard. 9 mois, c'est loin dans ma tête. T'sais. Je pense que je suis pas le seul à passer un peu par là. Puis à un moment donné, elle, c'est comme, let's go, la chambre, la peinture, faut tout préparer. Puis là, ça, let's go, là, il manque du stock. Je me ramassais vite dans un rôle de chasseur-cueilleur. Puis, à un moment donné, on a fait les cours ensemble. Puis ça, c'est vrai que c'était une bonne idée. C'était important de le faire ensemble et non pas qu'elle soit dans une position d'autorité face à ça parce qu'évidemment, on serait pogné pour des niaiseries. Ça, je le pense. Fait que c'est bien qu'il y ait une tierce personne qui viennent puis qui nous accompagnent ensemble, plutôt que s'accompagner nous-mêmes. Je pense que ça a été vraiment un bon move. Les vidéos, toutes les capsules qu'on a vues qui ont engendré les discussions, c'était super cool. J'ai appris plein de choses. Puis là, une fois que tu te rends là, t'es prêt. Là, tu te dis, OK, on a eu toutes ces discussions-là, on est capable de se projeter, on a une vision, c'est quoi mon rôle, c'est quoi ton rôle, comment qu'on fait ça, OK. Au début, je voulais pas nécessairement faire ça à la maison non plus. Parce que la vision qu'on véhicule souvent, c'est ça fait mal, c'est à l'hôpital, il faut un docteur, si ça vire mal, etc. À force de discussion, puis j'ai fait mes recherches, là, tu sais. J'en suis venu à la conclusion qu'on paniquait plus qu'on devrait, tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai lu des études, j'ai checké tout ça de mon côté, puis à un moment donné, je fais, OK, cool, on le fait, tu sais. Puis là, à ce moment-là, paf, COVID monte d'une coche, là, le gouvernement vire zélé. Première échographie, j'ai pu être là, la deuxième, on m'a empêché l'accès. Puis c'est là que je me suis fâché. C'est là où la grossesse est devenue une révolution là, pour moi, parce que me faire tasser d'un processus qui me concerne, puis me faire reléguer au deuxième rôle m'a vraiment insulté. Puis là, je suis tombé un peu en guerre contre le CHUM, parce que là, tu sais, évidemment, il y a les sages-femmes et tout, mais il y a des machines qui n'ont pas, tu sais, pour les échographies, souvent, ils vont t'envoyer à l'hôpital. Puis là, j'avais pas pu rentrer. Masse, pas masse, n'importe quoi, je pouvais pas être là. Fait que j'ai dit, bon, ben, tu sais, on va le faire par FaceTime. Fait que là, j'avais ouvert ma caméra, j'étais devant l'hôpital, elle était là, j'ai essayé de me pogner avec le garde de sécurité, toute la patente pour finalement qu'il me laisse rentrer à force de gossage. Mais tout pour dire que là, nos sages-femmes nous disent, ben on peut pas faire l'accouchement à la maison finalement, c'est trop risqué, il y a des risques de contamination, toute la kit. Je suis comme, mais ouais, mais tu sais, qu'il y a tous d'en face à la maison, qu'il y a tous d'en face à l'hôpital, ça revient au même dans ma tête. Fait que là, Valérie a été très intelligente et c'est là où son expérience a vraiment shiné, là. Elle l'a regardé puis elle a dit ouais, mais tu sais, si c'est une urgence, puis là, il sort, là, on fait quoi? T'sais, hypothétiquement. Puis elle a dit ben là, c'est une urgence, on n'a pas le choix de venir, tu sais. Oui, il y a eu ce moment-là où j'ai posé la question, tu sais, si c'est une naissance spontanée, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous nous obligez, le bébé entre les deux jambes à partir? Ou vous avez comme pas le choix, puis vous avez comme votre procédure pour venir à la maison? Fait qu'à ce moment-là, on m'a répondu ça. Fait que c'était comme sous-entendu, finalement. Mais ça nous a suivis aussi, justement, par le retard, entre guillemets, la date d'expiration du bébé. Ça nous a suivis par la suite. C'est ça, le retard, je pense qu'au Canada, c'est 40 semaines, si je me trompe pas. 40 semaines, c'est à terme, puis il nous laisse aller jusqu'à maximum 42. Exact. Nous, on est à 42,2. Il est sorti à 42,2. Puis là, en France, c'est différent. Puis dans plein d'autres pays, c'est différent parce que moi, je lisais là-dessus, j'étais intéressé, tu sais. Mon petit côté intello est allé regarder tout ça, puis j'étais comme, mais voyons donc, on est tous humains, c'est quoi cette affaire-là? Comment ils calculent ça? C'est quoi ce bordel-là, tu sais? Il y a anguille sous roche, pourquoi là, il te rush, là, il te rush moins, les taux changent pas, je comprenais pas. Là, je checkais les naissances par césarienne, sont rendues à 50% aux États-Unis. Tu sais, genre des chiffres de débiles. Puis c'est là où ça m'amène à la troisième fois où on a été au CHUM pour l'échographie de retard, là, si on veut, pour s'assurer est-ce que le bébé va bien, est-ce qu'il y a assez de liquide, etc. Puis là, on se pointe là, Valérie est là, puis la docteure, elle place tous ses bidules, elle check ça. Puis là, elle dit, ben, il y a assez de liquide, puis il va bien, puis ça fait une demi-heure qu'on est là, puis elle cherche, là, tu sais. Elle cherche la bébé, puis je suis comme, moi, mais est-ce qu'il est correct? Est-ce que... Non, elle dit, non, tout va bien, mais laissez-moi regarder encore. Pour finir par nous faire dire, ben, écoutez, j'ai un trou dans mon horaire aujourd'hui.
Si ça vous tente, je peux vous faire une césarienne tout de suite, là, ça va prendre quelques heures, puis c'est fait. Là, je la regarde, je dis, ouais, mais attends une minute. Là, je commence à m'énerver parce que là, j'étais comme, tu viens de me dire tout va bien, tu viens de me dire acide liquide, tu viens de me dire qu'il n'y a pas de problème, mais là, tu veux pousser la césarienne, c'est quoi? T'es payé à l'acte. Comment ça marche ici? T'as-tu un bonus, Chris? Fait que là, moi, j'étais comme un peu comme outré qu'on en soit là de façon... Moi, mentalement, je suis pas prêt, là. Tu sais, puis elle non plus. Fait que ça m'a un peu insulté de ce docteur-là. Là où il y a le plus de crunchy dans toute notre histoire, c'est pas mal là que ça s'est passé, je te dirais. Ce que je voulais souligner, c'est qu'elle jouait beaucoup sur le fait que j'étais vraiment limite là, tu sais, puis que si on faisait rien, de tous les cas, ça allait se passer parce que la sage-femme allait devoir passer le dossier au centre hospitalier parce qu'elles peuvent plus à un certain moment s'occuper de moi et du bébé. Tu sais, je jouais un peu là-dessus pour me dire, tu sais, dans le fond, au final, ça va se passer, tu sais. C'était comme elle prédisait déjà que ça allait provoquer. Fait que tu sais, tant qu'à le faire dans 2 jours, faisons-le tout de suite. On était comme, mais attends une minute, t'enlèves tout le libre arbitre au bébé aussi. Parce qu'il y a aussi ce concept-là que les gens oublient. Le bébé a un droit de parole, à mon sens, tu sais. Puis à notre sens, c'est une discussion, c'est grâce à Valérie que j'en suis venu aussi à ça. C'est que le bébé, lui, il sort quand il est prêt. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, combien de personnes on a opéré parce qu'il est à 41 semaines, puis dans le fond, t'aurais attendu 3 jours, puis il serait sorti, tu sais. Le rapport à la performance, à la rapidité, au go, tout ça, là, qui est amené au moment le plus crucial d'un humain, qui est sa naissance, tu sais. T'arrives sur Terre, là, t'es là, tu viens d'arriver, puis là, c'est qu'on te sort. Tu sais, je comprends qu'il y a des cas de figure où c'est nécessaire, mais je pense que ça n'a aucun sens qu'on en soit là aujourd'hui. En fait, à la maison de naissance, ils nous ont dit carrément, si vous attendez trop, on pourra plus s'occuper de vous. Donc, tu sais, l'idée d'accoucher en maison de naissance, déjà à la maison, ça marchait plus, right? Théoriquement. Puis là, en maison de naissance, ça marchera plus non plus parce que là, on a un risque associé au retard. Et là, il faut mettre ça dans les mains des hôpitaux. Donc là, c'est soit on le fait libre, c'est-à-dire pas de docteur, personne, ou on va à l'hôpital. Mais, tu sais, notre vision était détruite à ce moment-là parce que là, on se disait, là, voyons donc. Puis c'est là qu'on est sorti, qu'on était au lave-auto, chérie, tu te rappelles? Puis que là, tu m'as regardé et t'as dit, ça, c'est pas mon livre. Dans mon livre à moi, c'est pas mon chapitre, ça. C'est pas mon histoire à moi, là. Tu te rappelles de ça? Ouais. Tu m'as regardé dans les yeux. Moi, j'étais là comme un con à essayer d'enlever la boîte pour laver la voiture. Je sais pas pourquoi je voulais laver l'auto ce jour-là, là. Puis là, elle me regarde et elle me dit, ça, c'est pas mon livre, moi, j'achète pas ça. Puis elle a refusé catégoriquement ce cas de figure-là, mais de façon, c'est non. Puis là, j'ai dit, chérie, si c'est non, c'est non. On est rentré à la maison, on a commencé à faire des petits exercices, là. On a été courir dans la ruelle. J'ai fait des passes de soccer, puis j'ai dit, saute, saute ses marches, saute partout, là. Paf, faut qu'il sorte, là, tu sais. On est rendu là. On parlait à notre enfant aussi, tu sais, on lui disait qu'il était... On s'en vient dans le trouble tranquillement, là. Tu sais, la pression commençait à monter de tous les côtés. On recevait des appels... les secrétaires de l'hôpital, plein d'affaires qui sont arrivées. Ah oui. Les jugements, on en a eu, même si on faisait ce qu'il fallait pour s'assurer que, tu sais, qu'il soit bien, là, mon fils, là, tu sais, s'il va bien, puis il y a assez de liquide, pourquoi est-ce qu'on capote avec ça, tu sais? Fait qu'il y a une marge de manœuvre aussi, là, c'est pas fiable à 100%, là, la datation non plus. Fait que ça joue, tu sais. Puis moi, j'ai toujours remis en question parce que je connaissais mon cycle, puis je le suivais beaucoup, cette date-là, parce qu'il me semblait que avec la connaissance de mon cycle puis la date de la conception, il y avait comme un gap de 1 à 2 semaines, si je me rappelle bien. Fait que j'avais toujours ça dans la tête. Fait que là, je me disais, mais tu sais, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment vrai, là, tu sais, que j'ai raison finalement, peut-être qu'on est en train de mal lire tout ça puis que mon fils, il est juste pas prêt, tu sais. Fait que, voilà, tu sais, on sait pas vraiment c'est quoi, pourquoi. Mais clairement que ce moment-là nous a testé quand je parle de foi, tu sais, parce que on n'avait plus rien sur quoi s'accrocher. Il y avait comme plus rien qui pouvait nous dire qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. C'est comme la seule chose qui était claire, c'est ce moment-là où j'ai dit c'est pas mon histoire, je peux pas croire que c'est ça que je vais vivre, je l'achète pas ce livre-là. Puis là, c'est comme il y a un moment de pleurs, puis là, je suis comme, tu sais, je peux pas imaginer tout ça, puis ce moment où tu reprends sur toi, puis que c'est vraiment la foi, c'est comme tu peux pas t'appuyer sur rien d'autre à l'extérieur de toi que juste cette conviction-là intérieure que ça va bien aller, tu sais. Fait que pour moi, ça se traduit comme ça, puis c'est ce qui s'est passé, puis c'est vraiment le moment marquant parce que c'est comme s'il manquait Mickaël dans l'équation. Pour ma perception à moi, c'est qu'il était pas prêt à faire ça à la maison. Puis il se sentait pas nécessairement 100% confortable, tandis que moi, c'était l'inverse. Et puis là, tout ce qui s'est passé, ça a fait qu'à un moment donné, il m'a regardé puis il m'a dit « OK, qu'est-ce que ça te prend pour qu'on fasse ça à la maison? On va le faire. »
Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'élément manquant pour te laisser aller dans ton expérience? Puis là, j'ai dit, il manque juste il manque un tissu de suspension, là. Tu sais, j'ai besoin d'avoir quelque chose pour me tirer. J'ai besoin de... Finalement, ça a été le truc qui m'a le plus aidé. De toute façon, je m'en doutais. Mais j'ai dit, il manque juste ça. Fait que c'est ce qui a fait. J'ai été chercher ma drill, puis j'ai posé un anneau, puis on a passé le tissu, puis on a mis le ballon de machin d'exercice là, pour qu'elle soit dessus, puis qu'elle fasse ses étirements, tout. Fait que c'est la dernière chose que j'ai faite, c'est la dernière chose qui manquera. Puis je me rappelle m'être dit, ça va bien aller. Mais là, c'était écrit dans toutes les fenêtres de toutes les maisons, partout, là. Là, j'étais comme, ça va bien aller, ok, fine, ça va bien aller, tu sais. Fait que j'étais comme, peut-être que ça a juste servi à cette histoire-là de ça va bien aller. C'est qu'on se dit, ça va bien aller, puis que Noé, il sort, tu sais. Et là, à ce moment-là, est-ce que les sages-femmes ont retiré leur soutien? Est-ce que vous êtes rendu tout seul dans l'expérience? Pas encore. On est à quelques heures que ça se passe. Donc, on est à 42 semaines, là, à peu près, là. 42-1. 42-1. Puis on me disait que là, ils ont négocié, puis ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient en leur possible pour nous garder, mais que là, si le lendemain matin, ça se passe pas, il va falloir qu'ils transfèrent le dossier à l'hôpital. Et pendant la nuit suivante, c'est le calme plat et au petit matin, vous vous réveillez. 42-2, on est un dimanche matin, le dimanche de Pâques. Et donc, 42-2, c'est ça, puis c'est là que Noé a décidé d'arriver. Très tôt le matin, en fait, j'ai crevé mes os. Et puis, j'ai réveillé Mickaël, puis je lui ai dit, ça y est, il s'en vient. Hey, à 1h, là, on était foutus, mon gars, là. C'est là que tu décides que ça se passe, toi. Je me rappelle que tu m'as réveillé en pleine nuit, puis là, il y avait de l'eau partout, là, enfin de l'eau, je sais pas, du liquide là, dans le lit et tout. Puis là, tu m'as dit, non, c'est correct, tu peux te rendormir, ça n'a pas commencé là. Tu prends tes forces, puis moi aussi, parce que je suis pas tombé dans, tu sais, le mode normal de, t'as perdu les os, toute la kit. Là, c'était pas ça, là, c'était comme, bon, le lit est mouillé, c'est pas grave, je sais que ça s'en vient, je fais confiance à ma blonde m'a dit que j'ai une coupe d'heure. Je me suis rendormi, puis j'ai dormi comme 2 heures. Puis donc, elle était relax à côté, elle écoutait de la musique, tranquille. À partir du moment où tes membranes ont rompu, dans quel état tu étais? Est-ce que tu as réussi à être complètement aligné intérieurement? Est-ce que la peur qu'on avait essayé de t'inculquer puis de te pousser dans la gorge bien creux, est-ce qu'elle était encore là? Comment tu as vécu les heures de début de travail puis le reste aussi? C'était... Écoute, une grande confiance. C'est comme tout ce que j'espérais se passer là. Fait que pourquoi je douterais encore? Toute l'expérience de la naissance en soi, j'en avais pas peur déjà. Donc, une fois que ça allait partir, moi, c'était ça que je redoutais. J'étais comme, est-ce que ça va partir? Tu sais? Est-ce que vraiment je vais avoir besoin de quelqu'un, d'une assistance pour que ça se passe ou ça va se passer? Puis au moment où c'est arrivé, ben c'était clair que ça allait s'en suivre, là. J'avais plus à m'inquiéter de rien, tu sais. Donc, pour moi, c'était comme je disais à mon conjoint, écoute, je suis capable de tolérer en ce moment, ça va bien, j'ai pas besoin de soutien d'une manière ou d'une autre. Je me sens confortable et en confiance. Dors un peu parce que tantôt, je risque d'avoir besoin de toi et vraiment de manière active. Donc, je préfère que tu reprennes des forces. J'ai mis de la musique. Je me suis mise dans le salon. J'ai même appelé ma mère. Ma mère comprenait pas. J'avais des contractions, puis comme, mais tu me parles comme si t'étais sur le bord de la plage. Elle dit, je comprends pas, t'es sûre que t'es sûre de toi, là, que ça se passe? J'ai dit, oui, non, tout va vraiment bien. Puis là, j'étais tellement remplie d'hormones, tu sais, parce que, bon, là, je venais de catcher toutes les étapes, la symbolique, tout ce qu'on venait de vivre, l'espèce de force qui m'habitait. Puis là, je faisais juste surfer l'extase, tu sais, je faisais juste surfer le « wow, ça se passe, c'est magique ». Donc, c'est comme si ça avait amplifié, pas comme si ça l'a donné une dose, un cocktail hormonal là, qui a kické. J'ai pas senti ça à ma première. Puis là, j'étais déjà vraiment en transe, là, dès les premiers moments. Je me sentais comme une déesse du début à la fin. Ça a pris même pas 5 heures que ça s'est passé, mais en douceur. Tu sais, quand même, je considère que ça s'est passé quand même en douceur. Aussi, j'ai fait face à beaucoup de choses avant les contractions, avant la rupture des membranes. Parce que ma vision de la naissance du côté de la maman, là, souvent les contractions, pour moi, ont été associées à des choses que je redoutais dans mon subconscient, souvent des peurs, des croyances. Comme par exemple, je me demandais comment est-ce que j'allais vivre avec un deuxième enfant, est-ce que ma fille allait perdre sa place, tu sais, plein de choses comme ça qui sont là dans notre vie,
qui sont un peu en arrière-scène, qui font du bruit, mais pas trop, puis que quand on approche de plus en plus de justement de la naissance, c'est comme ça vient, toutes ces petites choses-là deviennent amplifiées. Ça a été mon expérience à moi, et puis j'ai fait face à plein d'affaires comme ça, puis je me suis permise de nommer le plus possible ce qui était dans le chemin, surtout avec Mickaël, pour qu'on puisse défaire ensemble des croyances que je pouvais avoir ou des perceptions que je pouvais avoir pour m'aider à me laisser aller pleinement au moment venu. Fait que je pense que pour la plupart, j'ai tassé les choses du chemin. Fait que ça a fait que j'ai pu vraiment m'abandonner à l'expérience sans avoir de quoi en arrière de la tête. Puis quand ça revenait, ben là, je me rappelais d'une discussion qu'on avait eue, puis là, je venais le calmer, je venais le rassurer. Fait que ça faisait que la contraction, elle avait pas la même force, c'était pas au même endroit, j'avais pas les mêmes perceptions face à la douleur. Ça a été un travail très psychologique, je te dirais, dans ce que moi j'ai vécu, ça a été beaucoup ça. Ouais. Tu as souvent été dans ta vie un canal, tu as reçu des messages, tu as eu des visions, tu as fait un pèlerinage, tu es quelqu'un de très engagé au niveau spirituel. Est-ce que tu considères que de donner naissance, c'est un acte qu'on peut qualifier de spirituel? Complètement. C'est un voyage spirituel au fond de notre être en tant que femme. Je pense vraiment qu'on arrive d'un côté d'une transe où est-ce qu'on a accès à des choses qu'on n'a pas ou peu accès quand on n'est pas dans cet état-là. Moi, je pense vraiment que c'est une expérience spirituelle et profonde. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur et qui rend la chose un peu plus difficile à accepter parce que on est un peu désacralisé en ce moment dans notre humanité. Et je pense que si ça aussi, ça revenait au même titre que la foi, puis on réinvitait ça au centre, je pense qu'on pourrait voir d'un regard différent cette expérience-là de la maternité, surtout de la naissance, oui. Justement, pendant l'accouchement, est-ce que tu as reçu des messages? Est-ce que tu as eu des visions? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées? C'est une bonne question. Effectivement, j'en ai pas parlé beaucoup. Je commence tout juste à ouvrir encore plus en ce sens parce que c'est vraiment une partie de moi qui m'habite au quotidien. Alors, c'est comme, il faut que je lui laisse de la place. Donc, oui, effectivement, j'ai reçu beaucoup de messages, dont les symboliques par rapport à Pâques, le week-end de Pâques, toute la symbolique autour de Jésus et tout ça, ça m'a accompagnée puis ça m'a guidée dans mon processus. Puis, il y a un moment donné où ça s'intensifiait énormément, les contractions, puis j'ai choisi d'aller dans le bain. Pour aller calmer ça avec la chaleur et tout, ça allait vraiment m'aider. Je sais que l'eau, c'est un conducteur pour moi, là, c'est un vecteur aussi. Je le sais que je me sens vraiment en sécurité. Ça m'arrive quand je vis des choses difficiles d'aller pleurer, tu sais, dans ma douche parce que c'est là où je me laisse vraiment aller. Donc, je savais que ça allait être un élément important quand je saurais plus quoi faire, tu sais, vraiment avec les contractions. Alors, je me suis rendue dans le bain. Mickaël était là à côté de moi, il m'arrosait, j'avais même une doudou là par-dessus moi pour être sûre. Attends, je l'arrosais, là, c'est littéralement ça qui s'est passé, là. Elle me regarde puis elle me dit « Faut que j'aille prendre un bain ». Là, je suis comme « OK ». Fait que je coule le bain, tout ça, elle rentre dedans, puis là, je vois qu'elle a comme froid, tu sais, parce que là, à un moment donné, la moitié, puis là, elle bouge plus, elle fait comme ça, là. Elle se met sous le bord, tu sais, allongée dans le bain, puis elle bouge pas pendant comme 1 heure, là. Un truc super long. Même moi, j'aurais pas été capable. Voyons donc, tu bouges pas. Fait que quand j'étais, elle va avoir froid, j'étais à genoux à côté du bain, tu sais. Puis là, je prends, je sais pas quoi, une petite spatule ou je sais plus trop, des jouets d'enfants, whatever, de bain, puis là, je l'arrose, tu sais. Que je l'arrose comme pendant 1 heure, puis à un moment donné, elle ouvre les yeux, puis qu'est-ce que tu dis, chérie? Mais en fait, juste avant ça, c'est que toi, premièrement, tu me dis que tu as eu comme des visions pendant que tu m'arrosais de l'Égypte. Ouais. Et vu comme si on avait déjà fait ça, tu me dis que c'était vraiment spécial. Je pensais au Nil, en fait. Ouais, tu as eu vraiment une mémoire de quelque chose à ce moment-là. Et non seulement ça, c'est que comme j'avais les yeux fermés pas mal tout le long que j'étais dans cette phase-là, tu te demandais si j'allais bien. Premièrement, je t'ai rassurée, je t'ai dit que tout allait bien, que j'allais le chercher, que j'allais chercher mon enfant. Et puis, c'est là où ça se joue parce que les dernières contractions avant que je sorte du bain, là, je suis plus là. Je fais un rêve éveillé. Et puis, c'est Jésus qui est devant moi, tu sais, quand on parle de symbolique, et il me tient les genoux. Et puis là, il me parle comme si c'était Noé qui me parlait, en fait. Tu sais, je dis pas que mon fils, c'est Jésus. Bon, OK, on se comprend. Mais c'est comme, à ce moment-là, dans l'image, dans l'histoire qui m'est racontée, c'est vraiment comme si c'était mon fils qui me parlait à travers
le corps physique de Jésus qui me tient les genoux et qui me dit chaque contraction symbolise quelque chose que vous allez traverser, vous, comme famille. Est-ce que tu es prête à accepter ça dans ta vie? Et donc, je suis vraiment émotive parce que c'était vraiment profond. Et puis, chacune de ces contractions-là, les dernières, il y en a une que je me rappelle, le thème précisément, ça m'avait vraiment, vraiment marqué, puis j'avais de la difficulté à dire oui à ce que ça arrive dans notre vie. J'avais de la difficulté à accepter ce défi-là au niveau de notre famille. Et à un moment donné, j'ai juste fait, c'est quoi, de toute façon, ça va se passer. Fait que je dise oui ou que je dise non, fait que let's go. Je me suis laissée aller. La contraction a tellement changé à ce moment-là. C'est comme, il me dit, parfait, c'est la dernière. Puis là, il a disparu. Je suis montée dans les astres. J'ai vu genre un peuple. Tu sais, c'était pas humain. Puis ils m'ont regardé en me disant, bienvenue, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on te remet ton bébé. Puis là, j'ai pris mon enfant, puis j'ai ouvert les yeux. Là, je lui dis, ça y est, c'est là, c'est maintenant que ça se passe. Avant d'aller dans l'eau, t'as dit, je m'en vais le chercher. Puis quand t'as ouvert les yeux, t'as dit, je l'ai. Puis là, tu m'as dit, prends tous les coussins de la maison, puis fais une pyramide dans le lit. Puis là, je vais être OK. J'ai pris tous les coussins de la maison, puis j'ai fait une pyramide dans le lit. Puis là, elle est sortie, on y a mis les serviettes, tout ça, puis elle est allée dans le lit. Puis là, elle s'est mise là, à quatre pattes, comme une louve, la tête dans les oreillers. 45 minutes, piche-pouche. Piche-pouche, en tout cas. Piche-pouche. Bing, boum. Puis ce que je trouve fou là-dedans, c'est que, tu sais, 2 ans plus tard, quand tu comptes ça, tu sais, ça a l'air complètement zinzin, là. Jésus, les contractions de la patente, le Nil. Mais ça, elle me l'a dit le jour même, là. Sauf que nous, on n'y avait pas fait attention, on était dans un autre truc. Fait que, tu sais, on n'en avait jamais reparlé, en fait, de ça. Mais elle m'a dit ça le jour où c'est arrivé, là, le jour de la naissance de Noé. Puis c'est spécial d'y repenser aujourd'hui avec une autre perspective. T'sais. Quand tu parles de contractions sur les difficultés familiales, whatever, je suis comme, tu sais, 2 ans et demi plus tard, on a d'autres défis, tu sais. Puis tu te dis, ouais, c'est vrai. Et finalement, avec le recul, tout de suite après l'accouchement, tu te souvenais plus déjà, dans le fond, exactement des défis en tant que tels. C'est bien ça? Exact. Il y en a un que je me rappelle précisément. C'est celui-là où j'ai le plus accroché à laisser aller, à accepter dans ma vie. Ouais. Tu me fais réaliser que c'est quelque chose que j'ai souvent observé quand tu es en transe. Par exemple, j'ai souvent eu des voyages de transe dans des expériences chamaniques. C'est vrai que quand tu es directement dans ton expérience, tout est très clair et limpide. Mais quand tu reviens dans le monde ordinaire, c'est bizarre, c'est comme si parfois il nous manquait des morceaux, même si c'était hyper clair 15 minutes plus tôt. T'as raison complètement. Je pense que c'est un des plus grands défis quand on vit ce genre de voyage-là, c'est d'être capable de ramener ça dans la matière. Il y a vraiment eu un élément marquant que je me rappelle. Puis il y a plein de choses qui sont encore floues, tu sais, de ce moment-là. Je sais que c'était profond. Il y a des images comme Jésus, tu sais, la main sur mes genoux. Je le revois quand j'en parle. Le peuple dont je parle, que j'ai vu, que je pourrais pas nécessairement décrire encore aujourd'hui, mais j'ai l'énergie. Je me rappelle de la sensation que j'avais quand j'ai vu ça, mais je peux pas tout décrire complètement, tu sais. Fait que oui, il y a plein de choses que j'ai échappées, mais il y a encore des choses qui sont là, qui ont été vraiment marquantes. Et puis, ça m'a fait voir la naissance tellement d'une autre manière. Tu sais, déjà que je savais que c'était quelque chose de puissant, que c'était quelque chose de transcendant, j'ai ouvert mes yeux sur cette expérience-là avec encore plus de profondeur. Et pendant cette période-là, est-ce qu'il y a un moment donné où vous appelez les sages-femmes? Oui, effectivement. Dans le fond, la sage-femme m'a appelée parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait, parce qu'elle allait transférer le dossier. Et puis, à ce moment-là, moi, j'étais déjà en travail, mais j'étais pas à un point où le bébé était entre mes jambes. OK? On se comprend que j'aurais pu me déplacer, entre guillemets. Quoique c'est pas souhaitable parce que ça aurait pu complètement interrompre mon travail. Puis, avec tout ce qu'on avait traversé, j'avais pas envie du tout de mettre ça en péril. Donc, j'ai un peu extrapolé mes contractions, j'ai verbalisé, j'ai fait des sons pour convaincre la sage-femme de se déplacer finalement. Fait qu'ils sont venus à la maison vers la fin. Attends une minute. Tant qu'à en parler publiquement, là, attends. Moi, je pensais pas qu'on s'en allait là, mais si on s'en va là, on s'en va là. J'ai appelé, puis j'ai dit, bon, c'est une naissance urgent, go, j'appelle les sages-femmes. Là, ils sont comme, oui, bon, ben venez, on vous attend. Là, je suis comme, non, tu comprends pas. Puis là, Val est à côté de moi, elle est justement sur le foulard, qui est sur l'anneau, qui est sur le ballon, là, toute la kit. Puis là, elle me dit, passe-moi le téléphone, je connais les sons.
parce qu'elle a tellement fait d'accouchement que c'est à peu près la tonalité à avoir. Et là, je passe le téléphone, elle fait le bon son, clic-clac, ils sont là 10 minutes plus tard. Mais finalement, ils sont là, ils restent dans le bureau, puis ils réalisent que bon, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais honnêtement, ça a été vite, là, quand même, tout seul. Après ça, il y a eu le bain. Fait que pendant qu'elle était dans le bain, eux, ils attendaient. Puis là, quand j'ai mis les coussins sur le lit, j'ai été les chercher, tu sais, parce que là, j'ai fait, bon, je pense que ça sort là. Fait que faudrait que j'ai un petit coup de main. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu sais, honnêtement, Valérie, t'as pas déchiré. OK, ça, faut le nommer, je pense que c'est important. Là. Je sais que c'est ton deuxième enfant et tout, mais ça reste qu'à 42,2, le bébé, c'est un big boy, là. Elle n'a pas déchiré, elle a bien respiré, elle a fait ça à la maison, on avait de la musique, on était bien. Tu sais, c'était ça le livre qu'on voulait depuis le début, tu sais. Puis on l'a eu. Puis je pense que c'est un cas, vraiment, un bon cas de visualisation, là, quand tu lâches pas le morceau. On avait tout le Québec contre nous, là. Faut aussi le dire, là. C'était pas juste Valérie et Mickaël, c'était Valérie et Mickaël contre tout un système, un ministre de la Santé, des hôpitaux, des façons de procéder qui sont là depuis des dizaines d'années. Puis au final, Noé est sorti en santé. On l'a laissé attaché au placenta pendant 2 jours. On a fait une naissance lotus. Fait qu'il est né, le placenta est sorti, j'ai mis ça dans un cul de poule avec du sel puis des petits arômes, là. Puis après ça, on se baladait avec bébé puis le cul de poule pendant 2 jours jusqu'à temps que le cordon sèche tout seul, qu'il tombe tout seul, tu sais. Il fait qu'il y a eu tous ces anticorps, cet enfant-là. Il a manqué de rien. Puis ça a bien été. Il n'a jamais été voir un docteur, cet enfant-là, puis il a presque 3 ans. Là. Puis je ne veux pas dire que c'est à cause de ça, mais je pense qu'on a respecté son rythme au maximum de nos capacités, puis on a été le plus loin qu'on pouvait pour protéger l'intégrité de cet homme-là, tu sais. Puis on a bien fait, chérie, puis bravo à toi. Merci. C'est vrai que c'est pas évident de suivre notre instinct parce que ton instinct était très, très fort. Ça demande pas juste de l'instinct, ça demande aussi du courage, ça demande de l'enracinement, ça demande de la force pour être capable de suivre notre chemin quand, justement, tout le monde nous tire dessus pour faire dévier notre route. Oui, effectivement. Puis aussi, tu sais, d'être bien entouré, d'avoir des connaissances aussi, ça vient rassurer, appuyer des choses qui, après ça, te permettent de te faire encore plus confiance. Je pense que tout ça, ça a été des éléments qui ont fait une recette gagnante par rapport à ce qu'on a vécu. Puis après, il y a des choses qu'on peut pas expliquer, tu sais. Pourquoi ça s'est passé comme ça exactement? Bon, on peut y penser, on peut mesurer, on peut mettre toutes les choses en place. On a mis toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. Puis après, il y a quelque chose d'autre qui intervient, qui est là. Puis c'est une partie aussi qui s'explique pas tout le temps, tu sais. Mais c'est extraordinaire parce qu'on est toutes les deux doulas. Donc peut-être que pour Mickaël, c'est moins clair, mais nous, on sait toutes les deux à quel point, si tu t'étais laissé aspirer par le désir des autres, à quel point l'histoire de Noé aurait été, et la tienne et la vôtre, aurait été complètement différente, là. Complètement, et à plusieurs reprises, ça aurait pu basculer, ouais. Ah, plein de fois, là. Puis on aurait pu basculer de l'intérieur aussi, là. Tu sais, les doutes, ça pèse, là. Moi, j'ai eu besoin d'appeler des amis, j'ai eu besoin de support moral à gauche, à droite, pour réussir à garder la ligne directrice puis à être capable de passer à travers les turbulences. Ouais, exact. On a eu des zones de turbulence en masse, là, tu sais. Oui. Et ce qui est impressionnant dans votre histoire, c'est que malgré ça, vous êtes restés unis tous les deux parce qu'à un moment donné, ça aurait pu créer une zizanie entre vous aussi. Vous êtes restés une équipe forte et vous continuez à l'être. Complètement. Oui, effectivement. Moi, j'ai un conseil à donner aux hommes. Pendant 9 mois, je me demandais c'est quoi qu'il fallait que je fasse dans cette histoire-là. Puis évidemment, ça a suscité beaucoup de réflexions puis de discussions avec Valérie. Puis le jour où j'ai vraiment catché, là, c'est quand on a parlé de drogue. Puis je sais que ça peut être l'air flyé, là, mais de ma compréhension, puis ce qui a fait que j'ai vraiment compris où je devais me placer, là, c'est imaginer que votre femme est sur un trip de drogue quelconque, ça peut être fumer un joint ou whatever. Il y a toujours une ligne entre un bon trip puis un bad trip. Puis avec la shot d'hormones qu'ils reçoivent, puis tout le bordel qui vient avec, ben, voyez-vous comme un support qui va l'amener du côté du bon trip, puis qui va pas la laisser tomber dans le bad trip. Puis ça veut dire que, tu sais, quand on parle de musique, on parle de l'environnement, c'est super important pour les femmes généralement et pour tout le monde, bon, I guess, là. Tu sais, comme s'occuper du setup, amener un sentiment de confort et de sécurité, puis rassurer, tu sais. Puis tout ça, ça a l'air minime, mais au final, si tu le fais pas comme il faut, ben ta blonde, elle peut paniquer, puis ça peut vite mal aller de partout, dans tous les sens. Fait que c'est à ce moment-là, quand j'ai fait ce lien-là dans ma tête, j'ai fait « OK, parfait, je comprends. Je comprends la mission. J'accepte. » Pour ce qui est de l'accouchement, là, tu sais, pas la paternité, mais vraiment l'accouchement.
C'est pas que je fais plein de drogues dans la vie, là. C'était pas ça l'idée du truc, là. Non, mais quand on est en train d'accoucher, on est pété solide dans les hormones. Ben oui, clairement, là. Valérie dans le bain, là, c'était... Oui, non, c'est pété solide, là. Il n'y avait pas de « s'il vous plaît », puis il n'y avait pas de « s'il te plaît, mon amour, peux-tu mettre des coussins », là. C'était pas ça, là. C'était « prends les coussins, puis mets-les sous le lit ». Ouais. OK, parfait. Ouais, c'est magnifique. Tu commences pas à t'ostiner, puis mets ton ego de côté pendant ces 24 heures-là, parce que sinon, tu vas manger une claque d'orgueil, là. Oui, et puis c'est comme ça que tu facilites le processus autant pour ton amoureuse que pour ton bébé. Exact. C'est pas le temps de t'ostiner. Ouais, exactement. Je vais vous donner les liens pour pouvoir suivre Valérie sur ses réseaux sociaux en fin d'épisode. Valérie, tu as un compte Instagram extraordinaire, vraiment. J'ai entendu un petit oiseau qui me dit que tu allais bientôt publier un livre qui est peut-être disponible actuellement au moment où tu écoutes le podcast. Raconte-moi, quel sera ce petit bijou? Est-ce qu'on peut savoir? Oui, vous pouvez savoir. En fait, c'est un livre sur lequel je travaille depuis longtemps. Grâce à toutes les femmes que j'ai rencontrées, grâce à mon expertise, tout mon cheminement personnel m'a amené à écrire ce livre. Ça s'adresse aux femmes. C'est comment honorer son corps et sa féminité. C'est un livre guide. C'est une expérience que je vous propose de transformation entre la perception que vous avez de vous, de votre féminité, de votre corps et comment est-ce qu'on peut traverser ensemble quelque chose qui va nous amener à le voir d'une autre manière, à se réconcilier avec des parties de soi oubliées à travers le temps et les générations. Et ça nous permet justement plus d'aisance dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos familles en tant que femmes qui œuvrent dans le monde. Pour moi, c'est une émergence, c'est une renaissance de notre nous-mêmes en tant que femmes. Alors, je parle de l'héritage féminin, je parle de plein de symboliques aussi, du cycle, plein de choses intéressantes. Je propose à chaque chapitre des rituels pour aller intégrer les passages, toutes les propositions, les réflexions que j'ai amenées dans ce livre-là parce que j'ai conscience que certains concepts que j'amène peuvent ébranler. Et donc, pour moi, c'était de prendre soin de ça en proposant des rituels à la fin de chacun des chapitres. Donc, c'est un livre guide selon moi, selon ma vision des choses. Et voilà. C'est magnifique. Et c'est vrai que ça peut ébranler parce que moi, pour avoir scruté ton Instagram, avoir lu tes publications, premièrement, pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Je suis encore très touchée par ce que tu amènes, mais c'est vrai que tu nous invites à sortir des sentiers battus. Beaucoup, à repenser ce qu'on nous a enseigné, à repenser ce qu'on a cru jusqu'à maintenant. Tu vois, je t'en parle, puis je deviens hyper émotive. J'aimerais que tu nous parles de Marie-Madeleine en terminant, si t'es d'accord. Oui. Ben, Marie-Madeleine, pour moi, c'est une source d'inspiration profonde. Dans tout ce qu'elle a laissé derrière elle, elle m'a appris énormément sur moi en tant que femme, sur ma place dans le monde, sur comment j'avais envie de tenir justement mes convictions, que de marcher un chemin dans lequel on a notre cœur en avant, ça va déranger, ça va ébranler, on va se poser des questions. C'est pas un statu quo ici, là. Puis l'énergie de Marie-Madeleine, pour moi, c'est ça. C'est qu'elle vient nous faire plonger dans des vérités profondes. C'est comme des ténèbres, jaillit la lumière, jaillit tout ça. Je sais que c'est un peu profond, mais écoute, c'est ça que je suis. Et donc, c'est vraiment une source d'inspiration à chaque jour parce que justement, je me branche à cette énergie-là de Marie-Madeleine qui, pour moi, est comme une icône féministe qui est plus d'un futur que d'un passé. Pourquoi je dis ça? C'est que on l'a énormément bafouée et illégitimisée dans le judéo-christianisme. Et ça a fait qu'on a eu juste une image de elle pendant 2000 ans qui était complètement à côté de la traque, si je peux me permettre. Et donc, tout d'un coup, ça commence à ressurgir, à émerger. Qu'est-ce que ça aurait pu être sa vie? Il y a des manuscrits, il y a plein de choses qui sont sorties. Et là, tout d'un coup, ça nous fait voir autre chose de son histoire. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça appartient peut-être plus au futur qu'au passé. Et je pense qu'elle a toute sa place dans un mouvement, justement, où la femme veut reprendre sa juste place. Et voilà. Dans le fond, son histoire a probablement été fort transformée justement pour pouvoir mieux contrôler les femmes et mieux contrôler notre pouvoir et compagnie. Que toi, ce que tu fais, c'est que tu remets en lumière son histoire en enlevant tous ces bâtons dans les roues-là qu'on nous a mis, puis ça fait vraiment beaucoup de bien. Exactement. Merci, Annie. Je suis vraiment touchée de cette fin d'entrevue. Je m'attendais pas à ça. C'est une belle cerise sur le sundae.
C'est magnifique. Je vous remercie vraiment tous les deux pour votre confiance et votre partage extraordinaire. Merci. Merci à toi, Annie, de nous avoir accueillis. Au moment où j'ai fait le montage de l'épisode, j'ai réalisé que j'avais oublié de poser une question hyper importante à Valérie et à Mickaël, à savoir si Noé finalement présentait des signes de post-maturité. Parce qu'il faut que tu saches que lors d'une naissance, lorsqu'un bébé a dépassé de façon importante sa date probable d'accouchement et que celle-ci est correcte, on voit toujours des signes qui nous confirment qu'effectivement, le bébé était tout à fait très prêt à sortir. Parmi ces signes-là, on peut voir par exemple la peau qui est un peu fripée et qui est souvent plus sèche. Il y a aussi les ongles qui sont particulièrement longs, par exemple. Donc, il y a certains signes qui sont faciles à objectiver et qui nous permettent de confirmer qu'on avait raison sur la date. Alors, tadam! Quelle est la réponse à Valérie et à Mickaël par rapport à ça? Alors, aucun signe de post-maturité pour Noé. Aucun. Rien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Valérie avait raison et que la date de 42 semaines et 2 jours était probablement incorrecte. C'est-à-dire que Noé était probablement moins avancé dans sa grossesse qu'on le pensait. C'est donc extraordinaire que ses parents aient eu le courage de suivre leur instinct parce que finalement, on aurait donné naissance, on aurait poussé dehors un petit bébé qui n'était peut-être même pas complètement mature. Donc, tu vois comment parfois suivre son instinct, finalement, après coup, on se rend compte qu'on avait tout à fait raison, même si on a eu beaucoup de pression à travers l'expérience. J'avais envie également d'en profiter pour te parler de perméabilité ou de transparence psychique. C'est un phénomène que l'on observe pendant la grossesse, pendant l'accouchement et également en postnatal. Quand tu vis ta vie de tous les jours, il y a ton cerveau, ta partie inconsciente et ta partie consciente qui travaillent en équipe. Et ton cerveau inconscient va faire émerger certaines informations, mais de façon minimale, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu fais, en fonction de ton état de ressources et compagnie, il y a certaines petites informations qui vont émerger. Cette cloison-là entre l'inconscient et le conscient est affinée et beaucoup plus transparente lorsqu'on entre dans le processus de la grossesse. Et c'est un phénomène qui explique, peut-être l'as-tu déjà observé, pourquoi tu as autant de rêves enceintes et des rêves qui sont compliqués. As-tu déjà observé? On a des rêves où je me souviens dans mes rêves, quand j'étais enceinte, il y avait du monde. Des fois, les gens se comptaient par dizaines. C'était compliqué. C'était des rêves qui étaient très longs, très chargés. Alors, tout ça est dû à la perméabilité psychique. Et cette perméabilité psychique-là, donc, n'a pas été beaucoup étudiée, mais on pense qu'elle est présente de façon, entre autres, à pouvoir te permettre de mieux communiquer avec ton bébé, de façon à mieux reconnaître, par exemple, ses besoins, même s'il n'est pas en mesure de les nommer, évidemment, avec des mots. Avant très longtemps, on va se le dire. C'est sûr qu'il n'y a pas que des avantages parce que ça fait que nous sommes plus sensibles aussi à tout ce qui se passe et ça fait aussi qu'on a beaucoup de choses à gérer au niveau de tout ce qui émerge au niveau de l'inconscient. Tout ça pour dire que la grossesse, l'accouchement et le postnatal sont des périodes de ta vie où tu as plus de chances de vivre des expériences mythiques à cause de cette transparence psychique-là que tu as de façon tout à fait physiologique. On s'entend qu'à l'extérieur de la grossesse, ce serait moins standard, mais pendant la grossesse, pendant l'accouchement en postnatal, c'est quelque chose qui est présent pour chacune d'entre nous.
Donc, nombreuses sont les femmes qui vont vivre pour la première fois des expériences de connexion, justement dans ces périodes-là de leur vie. Concernant Valérie, cette boîte était déjà ouverte avant même qu'elle devienne enceinte de son garçon, mais peut-être que pour toi, ce sera une opportunité de commencer à expérimenter ce type d'expérience-là lorsque tu seras enceinte ou lorsque tu donneras naissance. Et personnellement, je trouve que ce sont des expériences qui sont extrêmement enrichissantes d'un point de vue humain, personnel, parce qu'elles nous donnent accès à des éléments auxquels on n'aurait pas eu nécessairement accès. Et là, je te donne un exemple. Lorsque j'étais enceinte de mon deuxième bébé, on ne connaissait pas le sexe de mon garçon parce que finalement, c'était un garçon. Et à un moment donné, pendant une nuit, je me suis fait réveiller par quelqu'un, et là, j'ai pensé que c'était mon bébé, qui m'a crié très, très fort dans les oreilles. Écoute, au point de me réveiller, le prénom qu'il voulait avoir. C'était un prénom que nous n'avions aucunement sur notre liste des prénoms, même jamais j'aurais pensé le mettre. Et finalement, donc, mon fils, on l'a appelé Abraham parce que c'est le nom qui m'a été, j'allais dire soufflé, mais non, c'est crié par la tête. Et là, c'est très drôle parce que pendant la nuit, moi, je me réveille en sursaut et là, je me mets à réveiller mon conjoint en lui disant, écoute, je viens de percevoir de façon très claire quel est le prénom que notre bébé veut porter. Et là, il me dit, OK, c'est quoi? Et là, je lui dis, c'est Abraham. Et là, le papa de mon garçon me dit, mon Dieu, OK, j'espère que ça va être un garçon. Et là, oui, finalement, c'était un garçon. Donc, tout ça pour dire que tu peux avoir accès à des informations qui sont plus facilement accessibles dans ce genre de situation-là. Si tu as envie d'avoir accès plus facilement à cette partie sacrée de toi, si tu as envie d'être accompagné sur ce chemin, je t'invite à aller voir le compte Instagram Moments Sacrés de Valérie. Évidemment, je te mets tous les liens dans la page de l'épisode, donc pas de casse-tête. Je vais également te mettre son lien, évidemment, vers son site web. Ce sont des univers qui sont très, très inspirants. Je te propose de t'y plonger pour découvrir cette femme extraordinaire qui, j'en suis certaine, va savoir t'inspirer. Si tu as envie que je t'accompagne sur le chemin de ta préparation à l'accouchement, je t'invite à joindre ma préparation. Opaléo Naissance t'offre plusieurs avenues, plusieurs accès. Il y a évidemment la préparation virtuelle, il y a les cours en mini-groupe que nous faisons ensemble pour parler des sujets qui te préoccupent, entre autres péridurale ou pas, la protection du périnée, la pratique des outils qui aident au mieux pour jongler avec la douleur et compagnie. Si tu as envie de découvrir mon accompagnement, je t'invite à venir me rejoindre sur opaléo.com dans les outils gratuits et de t'inscrire dès maintenant aux 11 clés pour une naissance facilitée. Aussitôt que ton inscription sera faite, tu auras accès directement à la formation. Si tu as un tout petit bébé dans les bras ou s'il s'en vient assez rapidement, je t'invite à me rejoindre dans l'atelier Les super pouvoirs de ton bébé, un atelier en mode gratuit dans lequel nous discutons des sujets les plus importants, motricité libre, plagiocéphalie, c'est-à-dire la petite tête plate, les jeux sur le ventre, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir bien accompagner ton bébé dans les premiers mois de sa vie. Tu aimes le podcast Enfanter librement sans se faire accoucher, et là on va se le dire, on était dans le thème aujourd'hui 100%. Je t'invite à faire une capture d'écran de ton épisode préféré et à le diffuser par exemple en Reel ou en Story. Tu peux également aller sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcasts par exemple, pour mettre un beau 5 étoiles au podcast. Je te souhaite une magnifique journée, j'espère qu'elle sera douce et bonne pour toi et j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode.